Je suis universitaire. C'est ma deuxième carrière. La première, c'était que j'ai créé et dirigé une entreprise pour fabriquer des produits à partir de matériaux avancés. Mes associés étaient des professeurs du MIT. Et l'entreprise est devenue assez prospère, mais j'ai toujours voulu être enseignant. Donc, quand l'entreprise a commencé à bien tourner et que j'approchais de la quarantaine, avec le soutien d'une femme formidable, j'ai décidé que si je voulais vraiment devenir enseignant, il valait mieux que je m'y mette. Alors j'ai tout quitté et je suis redevenu doctorant, à 40 ans, avec 5 enfants. Avec le recul, c'était stupide. Mais je suis content, d'une certaine manière, de l'avoir fait comme ça parce que je suis venu avec un ensemble de questions auxquelles je n'aurais jamais pensé si j'étais resté toute ma vie dans le milieu universitaire. Et l'une des énigmes était la suivante. Si on regarde l'histoire des affaires, la plupart des entreprises qui, à un moment donné, étaient considérées comme indétrônables et couronnées de succès, eh bien, 1 ou 2 décennies plus tard, on les retrouve dans la moyenne, voire souvent tout en bas de l'échelle. Et je connaissais beaucoup de personnes qui dirigeaient autrefois des entreprises prospères, dont les sociétés ont fini par disparaître. Et ça ne me semblait pas juste de blâmer une mauvaise gestion pour ces échecs, parce que ce sont des gens intelligents. Et donc j'étudie ce problème depuis maintenant 20 ans, ce qui arrive aux entreprises à succès. Et il s'avère qu'à la racine de beaucoup de ces problèmes, on trouve en fait une bonne gestion. En d'autres termes, les dirigeants qui font ce qu'on leur enseigne à la Harvard Business School et dans des établissements comme celui-ci finissent en réalité par mener leurs entreprises à leur perte. Donc, je voudrais juste en parler un peu. Et la plupart du temps, je vais parler de vos entreprises. Il y a une partie où je voudrais aborder ce qui se passe dans l'économie en général, ce qui me semble très pertinent par rapport à certains des problèmes que vous rencontrez en matière d'innovation. Et pendant que nous faisons cela, je pense que je vais descendre de cette scène ici parce que je mesure 1,93 mètres et si je suis ici, cela aggrave le problème. Et j'aimerais juste faire une pause de temps en temps et vous demander de me lancer des commentaires, des questions ou des boulets de canon. Donc, comme aucun d'entre vous n'a encore produit beaucoup d'acier dans sa vie, j'ai pensé que je décrirais comment ce processus d'entreprise prospère suivant une bonne gestion, et conduisant leurs entreprises au bord du précipice. J'aimerais décrire comment cela s'est produit dans l'industrie sidérurgique parce qu'il y a un modèle général qui a émergé de ce travail. Et puis j'aimerais parler des autres endroits où nous voyons cela se produire, y compris chez vous. Alors, historiquement, il y a 2 façons de fabriquer de l'acier. La méthode dominante était ce que nous appelions une entreprise sidérurgique intégrée, qui se trouve en haut à gauche, des entreprises comme Bethlehem et US Steel. Construire une nouvelle aciérie intégrée coûterait environ, 10 milliards de dollars aujourd'hui. L'autre façon de le faire, comme je le décris en bas à droite, c'est ce qu'on appelle une mini-aciérie. Et les mini-aciéries font fondre de la ferraille dans des fours électriques. Et on pourrait facilement installer 12 fours électriques dans cette pièce. Et comme on peut produire de l'acier en fusion dans une chambre aussi petite, il n'est pas nécessaire d'agrandir les étapes de traitement en aval, et c'est pour cela qu'on appelle ces installations des mini-aciéries.
La caractéristique la plus importante d'une mini-aciérie, c'est qu'elle peut produire de l'acier de n'importe quelle qualité pour un coût inférieur de 20% à celui d'une grande aciérie intégrée. Alors réfléchissez une minute. Imaginez que vous êtes le PDG d'une aciérie intégrée quelque part dans le monde. Vous produisez des matières premières. Voici une technologie, les mini-aciéries, qui permettrait de réduire le coût total de production de cette matière première de 20%. Ne pensez-vous pas que vous adopteriez cette nouvelle technologie? Elle est largement disponible. Et pourtant, aucune aciérie intégrée, nulle part dans le monde, n'a encore construit ni exploité de mini-aciérie. Et voici, selon moi, pourquoi quelque chose qui a parfaitement du sens est en réalité impossible à faire pour des gens intelligents. Donc, l'aciérie, comme tous les marchés d'usines, est composée de différents niveaux. Tout en bas du marché, il y a, les barres d'armature en béton ou rebar. Vous savez, nous pourrions tous fabriquer des barres d'armature aujourd'hui si nous le voulions. En haut de gamme du marché, il y a la tôle, qu'on utilise pour fabriquer des appareils électroménagers et des voitures, un produit très complexe. Et les marges, augmentent à mesure qu'on monte dans ce marché. À l'époque de cette histoire, les aciéries intégrées produisaient toute la gamme de ces produits. Quand les mini-aciéries sont devenues technologiquement viables à la fin des années 1960, la qualité de l'acier qu'elles pouvaient produire était vraiment médiocre parce qu'elles faisaient fondre de la ferraille dans ces fours électriques. Et le seul marché qui acceptait ce que produisaient les mini-aciéries, c'était celui des barres d'armature tout en bas, parce qu'il n'y a pratiquement aucune spécification pour les barres d'armature à la base, et puis une fois qu'on les a coulées dans le béton, on ne peut même plus vérifier si elles respectaient les normes ou pas. Donc, les barres d'armature étaient un produit parfait pour des produits de mauvaise qualité. Lorsque les mini-aciéries ont attaqué le marché des barres d'armature, les aciéries intégrées, comme vous le voyez à gauche, étaient ravies de se retirer de ce marché parce que c'était vraiment un secteur férocement concurrentiel. Leur marge brute n'était que de 7%. Il n'y avait aucun intérêt à défendre une activité médiocre à 7% de marge alors que, pour les cornières, les barres plus épaisses et les fils, les marges tournaient autour de 12%. Alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant. En éliminant la partie la moins rentable de leur gamme de produits, les aciéries intégrées ont vu leur marge brute s'améliorer en abandonnant les barres d'armature. Les mini-aciéries, grâce à un avantage de coût de 20%, ont engrangé des tonnes d'argent en s'attaquant à un secteur que les aciéries intégrées avaient déserté. Donc, au final, tout le monde était plutôt content, chacun de son côté. Mais en 1979, ce pacte a disparu. C'est cette année-là que les mini-aciéries ont finalement réussi à évincer du marché des barres d'armature le dernier acteur intégré à coûts élevés. Si vous regardez ce qui s'est passé avec le prix des barres d'armature en 1979, boum, le prix s'est effondré de 20%. Il se trouve qu'il y a un fait subtil concernant la stratégie auquel personne n'avait pensé auparavant, à savoir qu'une stratégie de bas coût ne fonctionne que lorsqu'il y a un concurrent à coûts élevés sur votre marché. Et dès qu'ils sont partis vers le haut de gamme, vous vous êtes retrouvés à ne plus affronter que des acteurs de commodité avec des prix comparables. Et très vite, la concurrence a fait chuter les prix à un niveau tel que les mini-aciéries ne pouvaient plus gagner d'argent avec les barres d'armature. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir faire, ces pauvres types? Eh bien, ils ont essayé d'être plus efficaces dans la fabrication des barres d'armature, mais ça, c'est juste une recette pour survivre. Et puis l'un d'eux a levé les yeux le haut de gamme et a dit « Regardez ».
Si on produit de l'acier plus gros et de meilleure qualité, on recommencera à gagner de l'argent. Alors ils ont étendu leurs compétences au marché des cornières, des barres et des tiges, et en attaquant ce marché par le bas, les aciéries intégrées étaient tout simplement ravis de quitter ce secteur parce que c'était vraiment un business de chiens enragés. Et pourquoi quelqu'un irait-il défendre un secteur minable avec seulement 12% de marge, alors qu'avec les poutres en nid et en hache, on pouvait faire 18% de marge? Alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant. En éliminant la partie la moins rentable de leur gamme de produits et en additionnant les chiffres restants, leur rentabilité s'est améliorée en quittant ce secteur. Et les mini-laminoirs, parce qu'ils avaient à nouveau un avantage de coût de 20%, ont vu leur rentabilité s'améliorer en entrant sur ce marché. Donc, en fait, ils étaient à nouveau plutôt satisfaits les uns des autres jusqu'en 1984. C'est cette année-là que les mini-laminoirs ont finalement réussi à évincer le dernier acteur intégré à coûts élevés du marché des cornières, barres et tiges. Si vous regardez ce qui est arrivé au prix de ces produits en 1984, boum, ils se sont effondrés de 20%. Et la récompense pour les mini-laminoirs après leur victoire, c'est qu'ils n'arrivaient plus à gagner d'argent. Alors, qu'est-ce que ces idiots vont faire? Ils doivent monter en gamme. Et quand ils se sont attaqués aux plus petits des poutrelles en nid ou en hache, les aciéries intégrées étaient ravis de quitter ce secteur parce que c'était vraiment la loi de la jungle. Est-ce que j'ai déjà raconté cette histoire? Mais la même chose s'est produite. En se retirant, leur rentabilité s'est améliorée. Les mini-laminoirs, en entrant sur ce marché, ont vu leur rentabilité s'améliorer. Les deux corps étaient satisfaits du résultat jusqu'en 1996. Et c'est cette année-là que les mini-laminoirs ont finalement réussi à évincer la dernière grande aciérie intégrée, Bethléem, du marché de l'acier de construction. En 1996, boum, le marché des poutrelles s'est effondré de 20%. Alors, qu'est-ce que Nucor, le plus grand des mini-laminoirs, va faire? Il doit se trouver comment fabriquer des tôles dans un contexte de mini-laminoirs. Et lorsqu'ils ont attaqué le marché de la tôle d'acier au début, ce n'était que de la tôle de base. Et la réaction des aciéries intégrées, c'était qu'elles étaient simplement contentes de se débarrasser de la tôle de base parce que les marges dans l'acier spécialisé sont tellement plus élevées. Donc, nous y voilà. Aujourd'hui, en Amérique, les mini-laminoirs représentent entre 60 et 65% de l'ensemble du marché de l'acier. Toutes les aciéries intégrées sauf une ont fait faillite. Vous remarquerez que j'ai pu raconter toute cette histoire sans utiliser une seule fois les mots « manager stupide » parce qu'il n'y a aucune stupidité en jeu. Chaque fois que les aciéries intégrées se retiraient, leur rentabilité s'améliorait. Et chaque fois que les mini-laminoirs entraient sur le marché que ces entreprises quittaient, leur rentabilité s'améliorait aussi. Et s'ils n'avaient pas continué à monter en gamme, ils n'auraient pas eu d'avantage concurrentiel. Donc, c'est vraiment la recherche du profit qui a poussé ces entreprises à agir comme elles l'ont fait. Et une bonne façon de visualiser comment cela fonctionne, c'est d'imaginer que tu es un petit garçon et que tu veux tuer un géant. Comment t'y prendrais-tu? Eh bien, si tu penses pouvoir tuer le géant en suivant la trajectoire de l'acier intégré, en introduisant un meilleur produit que tu pourrais vendre avec de meilleures marges aux meilleurs clients du géant, le géant va simplement t'écraser. Mais si, au lieu de cela,
tu passes en dessous d'eux et que tu définis un combat dans lequel le géant est en fait motivé à fuir plutôt qu'à t'affronter, c'est comme ça qu'un petit géant tue le. C'est comme ça qu'un petit garçon tue un géant. Et nous appelons ce processus le processus de disruption. Vous savez, quand ce genre de choses arrive, quelqu'un débarque avec, ils ne savent faire que les choses les plus simples, on a tendance à raisonner de façon statique, c'est-à-dire qu'à ce moment précis, ils ne peuvent pas rivaliser avec nous. Mais ce que vous avez décrit, c'est qu'il y a une dimension dynamique à cela. C'est-à-dire que ces gens-là, on ne peut jamais prédire d'où viendra la technologie qui leur permettra de monter en gamme, mais ce que l'on peut prédire avec une certitude absolue, c'est qu'ils sont motivés à essayer. C'est un excellent exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette entreprise qui s'appelle Toyota. Vous vous souvenez comment Toyota est arrivé en Amérique? Ils ne sont pas arrivés avec des Lexus. Ils sont arrivés dans les années 1960 avec ces petites sous-compacts rouillées qu'on appelait la Corona. Et puis ils sont passés de la Corona à la Tercel, la Corolla, la Camry, l'Avalon, puis, le 4Runner, le Sequoia et enfin la Lexus. Et General Motors et Ford fabriquaient de grosses voitures pour des genres importants dans la trajectoire classique des grandes entreprises sidérurgiques intégrées. Et General Motors et Ford regardaient vers le bas et voyaient Toyota arriver derrière eux, et ils disaient « Vous voyez ces types? Allons juste leur régler leur compte. » Et ils concevaient et lançaient une Chevette ou une Tinto. Mais ensuite, ils comparaient la rentabilité de la petite sous-compacte avec celle de fabriquer des SUV encore plus gros et des pick-up encore plus énormes pour des gens encore plus grands, et ça n'avait aucun sens. Et puis, petit à petit, Toyota a cloué Détroit au mur. Qui est en train de tuer Détroit? Ou qui est en train de tuer Toyota? Toyota n'a pas l'impression d'être en train de se faire disrupter pour. Hyundai et Kia, les Coréens, ils ont vraiment volé une grande partie du bas de gamme du marché à Toyota, mais ce n'est pas parce que Toyota dort. Mais après tout, pourquoi voudraient-ils défendre la partie la moins rentable de leur activité alors qu'ils ont le privilège de concurrencer Mercedes? Et puis Chery arrive de Chine ensuite, et heureusement, on n'a pas à s'inquiéter de ces gars-là. Maintenant, je suppose, donc c'est juste une chose que j'espère que vous retiendrez de la visite de Clay avec vous aujourd'hui, c'est, si je dois m'inquiéter, ce qui me tue, ce sont les gens tout en bas du marché et ils me prennent les clients les moins rentables. Et c'est intéressant, les clients, quand ils décident de faire affaire avec le fournisseur d'entrée de gamme, vos clients, quand ils partent, ils vous appellent rarement pour dire « tu devrais juste comprendre pourquoi je pars ». Ils disparaissent tout simplement. Il n'y a aucun signal de leur part. Et tous les signaux que vous recevez viennent des clients au sommet qui exigent encore plus. Et donc, c'est le signal, est brouillé lorsque vous essayez de poursuivre le profit. Maintenant, la deuxième idée que je voulais proposer est, un concept que seul un universitaire pourrait inventer, et c'est celui de la concurrence contre la non-consommation. Et ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un besoin sur le marché, il y a en réalité beaucoup de gens qui ne profitent pas de cette offre parce qu'ils n'ont pas les moyens, et quand quelqu'un la rend abordable et accessible, alors vous vous retrouvez à concurrencer la non-consommation. Et dans presque tous les cas, la non-consommation offre la plus grande opportunité de croissance, mais vous ne la voyez pas dans vos,
la façon dont vous tenez vos comptes ne vous pousse pas à chercher la non-consommation. Donc, ce que je vais essayer de faire ici, c'est très sommaire, mais est-ce que vous voyez que j'ai 3 cercles concentriques là? Et ils représentent, des niveaux dans le marché où les personnes dans le cercle le plus intérieur sont des clients qui ont beaucoup d'argent, puis à mesure que vous allez vers les cercles plus grands, ils représentent des clients qui ont moins d'argent et moins de compétences, jusqu'à arriver au plus grand, à la périphérie du marché, là où au moins Clay a passé la majeure partie de sa vie. Et ce que j'impose dans le cercle, au centre, c'est ce modèle de disruption. La technologie progresse plus vite que ce que les clients peuvent utiliser. Et j'aimerais décrire comment, il y a longtemps dans notre histoire, un groupe d'entreprises qui fabriquaient des produits électroniques grand public à partir de tubes à vide ont été éliminés, et elles ont été éliminées par le transistor. Donc, ceux d'entre vous qui ont quelques cheveux gris se souviendront que jusqu'au début des années 1970, presque tous les produits électroniques grand public étaient fabriqués avec des tubes à vide, et un tube à vide avait à peu près la taille du poing d'un enfant, et les téléviseurs étaient un peu plus grands que celui-ci, et à l'intérieur, il y avait environ 20 ou 25 tubes à vide. Ces appareils consommaient énormément d'énergie et dégageaient beaucoup de chaleur. En dollars d'aujourd'hui, une télévision coûtait plus de 3 000 $ américains. Et cela signifiait que, pour en avoir une, il fallait avoir un gros compte en banque et une grande maison pour pouvoir la poser quelque part sur le sol. Le transistor est apparu chez Bell Labs à la fin des années 40. Il a été disruptif parce qu'il ne pouvait pas gérer la puissance nécessaire pour être utilisé dans les produits existants, comme les téléviseurs et les radios. Toutes les entreprises qui fabriquaient des produits à tube à vide ont compris que le transistor était important, alors elles ont pris une licence auprès de Bell Labs et elles ont amené cette licence dans leur propre laboratoire en abordant le problème comme un problème technologique. En d'autres termes, le transistor ne peut pas gérer la puissance nécessaire pour être utilisé sur le marché. Et collectivement, ces entreprises de tubes à vide ont dépensé, en dollars d'aujourd'hui, près de 3 milliards de dollars pour essayer de rendre le transistor suffisamment performant pour qu'il puisse être utilisé sur le marché. Pendant qu'elles travaillaient là-dessus, d'autres innovateurs ont décidé d'essayer de créer des produits tellement plus abordables et accessibles que de toute nouvelle population pourrait y avoir accès. Ainsi, la première application a été une aide auditive en 1951, et en fait, il était impossible de fabriquer une aide auditive avec des tubes à vide. Ensuite, en 1955, Sony a lancé la première radio portable à transistor. Elle tenait directement dans votre poche. Elle coûtait 2 $ et c'était vraiment un produit médiocre. Mon frère et moi, en avons racheté une, et nous, pour capter la réception, comme nous avons grandi à Salt Lake City, il fallait se tenir debout, et faire face à l'ouest, vers le Grand Lac Salé. Le son était métallique, plein de parasites, mais mon frère et moi adorions cette petite radio parce qu'elle était infiniment mieux que rien, ce qui était notre seule autre option, et elle nous permettait de faire quelque chose qui auparavant était impensable. Et c'est-à-dire que nous pouvions écouter du rock and roll hors de portée d'oreille de nos parents, nos enfants, nos parents qui pensaient que c'était diabolique. Puis en 1959, Sony a lancé le tout premier téléviseur portable au monde. Encore une fois, c'était un produit très limité, mais il se vendait 99 $ au lieu de plusieurs millions,
et tout un nouveau public avait désormais accès à la télévision. Et encore une fois, c'était infiniment mieux que rien, donc ils étaient ravis d'avoir ce produit limité. Ainsi, un nouveau marché en plein essor est apparu, en concurrence avec la non-consommation, alors même que les acteurs principaux, les entreprises de type avide, continuaient d'investir dans la technologie pour que leurs clients puissent utiliser des tubes à vide au lieu de Je suis désolé. Ils allaient utiliser le TR transistor au lieu du tube à vide. Et ils ne ressentaient aucune douleur parce que tous ces nouveaux clients étaient attirés sur le marché par Sony et Panasonic. Mais ensuite, vers le milieu des années 1960, la technologie à semi-conducteurs était suffisamment avancée pour qu'on puisse commencer à fabriquer de gros produits avec. Et dans les 8 années suivantes environ, à la fin des années 60, début des années 70, on a entendu ce grand bruit d'aspiration alors que les clients étaient aspirés hors des entreprises de tubes à vide vers cette nouvelle arène de la concurrence. Et chacune des entreprises de tubes à vide s'est évaporée, comme RCA et Zenith, General Electric, qui étaient de grands acteurs sur ce marché. Et ce n'est pas qu'ils étaient stupides. Les entreprises de tubes à vide ont vu la technologie bien avant que Sony ne la voie. Elles ont investi 30 fois plus de capital dans la technologie que Sony n'en a jamais investi dans cette technologie. Mais ce qu'elles ont défini, c'est que le marché qu'elles servent, est composé de clients qui achètent. Et ils ne se sont pas demandé s'il existait une non-consommation de leurs produits, c'est-à-dire des gens qui aimeraient les avoir mais qui n'y ont tout simplement pas accès parce que personne n'a encore trouvé comment, les rendre abordables pour eux. Et donc, je ne connais pas assez bien votre entreprise pour savoir s'il pourrait y avoir de la non-consommation. Mais j'imagine qu'il pourrait y en avoir. Alors laissez-moi simplement donner quelques exemples dans d'autres secteurs, puis, vous laisser y réfléchir. Donc il existe une technologie appelée le scanner, CT Scan. Et ce qui est génial avec le scanner, c'est que les radiologues peuvent regarder à l'intérieur de votre corps, et détecter des choses, parfois, par hasard. Ils voient une masse apparaître alors qu'il n'y a aucun symptôme qui indique sa présence, vous voyez, et vous avez vraiment de la chance s'ils la détectent. Mais les scanners coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars à acheter et à faire fonctionner, et il faut être radiologue ou technicien qualifié pour les utiliser et analyser les résultats. Ne serait-il pas intéressant si le coût d'un scanner, un simple, était de 25 000 $ au lieu de 250 000 $, puis qu'il était si facile à utiliser que chaque médecin généraliste en avait un dans son cabinet? Et quand vous venez pour votre examen annuel, le médecin, historiquement, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, il essaie de palper et d'écouter, vous voyez. Mais beaucoup de choses leur échappent, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur, ils ne peuvent pas regarder à l'intérieur de votre corps. Et si vous pouviez juste, le médecin pourrait dire « Allongez-vous simplement sur ce lit et nous allons voir s'il y a quelque chose dont nous devrions nous inquiéter. » Il y a d'énormes quantités de non-consommation de cette technologie. C'est très sûr, mais personne n'a encore compris qu'il fallait concurrencer la non-consommation. Mais c'est juste une façon d'y réfléchir dans votre entreprise. Cela se passe à la Harvard Business School en ce moment même, vous savez.
C'est un endroit très cher pour se former au management et nous n'acceptons que 900 personnes. E, il y a une énorme quantité de non-consommation de E, l'apprentissage du management, et E, ce qui nous arrive, c'est que l'apprentissage en ligne dans les universités d'entreprise explose. Ça explose vraiment en concurrence avec la non-consommation, et Harvard reste tranquillement dans sa zone de confort en se sentant, satisfait de nous-mêmes, alors qu'un nouveau marché en plein essor émerge juste à côté de nous, et nous le regardons de haut en disant « ce n'est pas aussi bien que Harvard », et c'est la bonne réponse à la mauvaise question. Et la question est, est-ce que ça s'améliore de plus en plus? Et nous sommes actuellement perturbés par un apprentissage sur le tas médiocre et bas de gamme, exactement ce que vous vivez avec moi en ce moment. Nous travaillons dans un secteur pré-réglementé. 50 États différents ont 50 ensembles de règles différents dans beaucoup des produits que nous vendons. Cela semble freiner l'innovation. Donc, je déteste vous dire ça. Tout le monde pense que son secteur est différent et tout le monde pense que la réglementation, rend les choses très difficiles. Il faut innover à l'intérieur du cadre. En règle générale, nous innovons constamment face à la réglementation existante en innovant délibérément en dehors de la portée directe du régulateur actuel. Donc, par exemple, certains d'entre vous, il y a assez de cheveux gris ici pour se souvenir, du règlement Q dans le secteur bancaire. C'était une magnifique réglementation adoptée pendant la Grande Dépression et elle rendait illégal pour une banque de verser des intérêts sur les comptes courants. N'est-ce pas une réglementation formidable pour les banques? Oh, j'adorerais vous verser des intérêts, mais ils ne me laissent pas le faire, vous voyez. Et donc, toutes sortes de gens voulaient changer la réglementation, mais c'était tellement dans l'intérêt des banques de ne pas la modifier que, en fait, c'était impossible de la changer. Et puis, à la fin des années 70, Merrill Lynch a eu cette idée appelée le fonds du marché monétaire, et on pouvait émettre un chèque dessus, et on pouvait verser des intérêts, et Merrill Lynch échappait à la surveillance des régulateurs bancaires, puis Fidelity a fait la même chose, et les clients ont alors tout simplement déserté les banques, et la réglementation a dû changer après coup, en constatant que le monde avait changé. Et presque toujours, quand la réglementation fait obstacle, certains trouvent comment innover en dehors de sa portée. Alors heureusement que vous êtes dans votre domaine et moi dans le mien, parce que moi je n'ai qu'à dire les choses et c'est vous qui devez les faire. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Donc je voudrais sortir de votre secteur un instant et simplement parler de quelque chose qui se passe dans notre économie, ce qui, je pense, a, une certaine pertinence pour la façon dont vous faites votre travail. Et l'énigme ici, c'est que, l'économie américaine a connu 9 récessions depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans 6 des 9, les 6 premières des 9 récessions, l'emploi était revenu, à son niveau d'avant la crise, avant, le ralentissement. Il a fallu environ 6 mois pour que l'emploi reparte à la hausse. Mais nous avons eu une récession en 1991/92 où il a fallu 15 mois à notre économie pour que l'emploi reparte à la hausse. Et puis, nous avons eu une récession en 2001 et 2002. Il a fallu 39 mois à notre économie pour inverser, le chômage.
Et maintenant, cela fait environ 67 mois que nous essayons d'inverser, le chômage, et nous sommes loin d'être sortis de la récession. Et il y a vraiment quelque chose de fondamental qui ne va pas dans l'économie nationale, et nous vivons ce que les gens rappellent une reprise sans création d'emplois. Et nous travaillons là-dessus, et c'est ce que nous sommes en train de comprendre. Il existe 3 types d'innovation. Un type d'innovation que nous appelons les innovations créatrices de marché à gauche, ce sont celles dont nous parlons, des innovations qui rendent les choses abordables et accessibles afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier. Les ordinateurs ont connu ce phénomène. L'ordinateur personnel a permis à beaucoup plus de gens d'avoir un ordinateur et de l'utiliser. La Model T était une innovation créatrice de marché en rendant la voiture abordable et accessible. Voyons voir. Les innovations de maintien sont le deuxième type, et ce sont le genre d'innovation que suivaient les entreprises sidérurgiques intégrées. Elles améliorent les bons produits. Les innovations créatrices de marché créent des emplois parce qu'en les rendant abordables et accessibles, plus de gens les achètent et donc il faut embaucher plus de personnes pour les fabriquer, les vendre, les distribuer à nouveau et les entretenir, etc. Mais les innovations de maintien qui améliorent les bons produits ne créent pas d'emplois, parce que par leur nature même, si elles me convainquent d'acheter leur nouveau produit, je n'achète pas l'ancien produit. Si Toyota me convainc d'acheter une Prius, je n'achète pas une Camry. Ainsi, les innovations de maintien sont très importantes dans une industrie, mais elles ont un caractère de remplacement. Et puis, le troisième type d'innovation, ce sont ce que nous appelons les innovations d'efficacité. Et les innovations d'efficacité vous permettent d'en faire plus avec moins, et de vendre les mêmes produits aux mêmes clients à un prix inférieur. Donc, GECO est une innovation d'efficacité. Ils peuvent le faire, vous savez, sur Internet pour un coût environ 15% inférieur grâce à ce modèle économique. Et les innovations d'efficacité éliminent des emplois, mais elles créent généralement du capital, parce que l'objectif est d'en faire plus avec moins, donc on essaie toujours de retirer des actifs du bilan pour pouvoir faire tourner l'entreprise avec moins de capital. Donc ce qui s'est passé en Amérique, c'est que il y a parmi nous une nouvelle église qui a émergé il y a environ 40 ans, que nous appelons l'église de la nouvelle finance, et nous appelons la finance une église parce que, tout comme une vraie église, ils ont des doctrines dans cette église, et ils ont, des grands prêtres dans l'église. Ceux-ci se trouvent être des professeurs de commerce comme moi, et des associés dans des fonds, et ainsi de suite. Et nous avons des commandements. Et je voudrais juste parler un peu de l'impact que ces façons de mesurer le succès ont sur notre économie. Donc, avant les années 1970, la façon dont nous mesurions le succès se faisait en chiffres bruts ou avec des mesures grossières comme des tonnes d'argent liquide. Mais ensuite, les grands prêtres ont décidé qu'il devrait y avoir des moyens plus sophistiqués de mesurer le succès parce que nous voulons vraiment, nous voulons gérer l'utilisation du capital et n'investir le capital que dans des situations où il peut être le mieux valorisé et nous devons être très efficaces dans la façon dont nous utilisons le capital. Et donc, plutôt que de mesurer le succès en chiffres, ils ont proposé des mesures en ratio, et un ratio, comme vous le savez, est une fraction.
Il y a un numérateur et un dénominateur, et l'avantage d'un ratio, c'est qu'il offre au gestionnaire 2 fois plus d'options pour présenter le succès. Donc, E, par exemple, le rendement sur les actifs nets, le rendement sur, il y a plusieurs variantes de ce ratio. E, si je veux augmenter le RONA, j'ai 2 options. L'une, c'est oui, je pourrais être plus innovant et générer plus de profit et mettre ça dans le numérateur du ratio, mais bon, pourquoi se compliquer la vie? Si l'innovation est trop difficile, il me suffit de réduire le dénominateur de la fraction en externalisant des choses et en retirant des actifs du bilan. Dans les 2 cas, le RONA augmente et je fais du bon travail. Ou E, numéro 3, le taux de rendement interne est aussi une fraction, et si je veux que le taux de rendement interne augmente, bien sûr, je pourrais être plus innovant et mettre du profit dans le numérateur, mais bon, pourquoi se compliquer la vie? Si l'innovation est difficile, il me suffit de le dénominateur mesure la rapidité avec laquelle on récupère son argent après l'avoir investi, alors pourquoi ne pas simplement éviter d'investir dans tout ce qui rapporte sur le long terme? Et si on concentre uniquement les investissements sur des retours à court terme, alors le taux de rendement interne augmente. Donc, c'est vraiment un système plutôt sympa, non? J'ai 2 fois plus de leviers à actionner pour faire grimper les indicateurs.